Tout au long de cette campagne présidentielle au Gabon, un seul mot est revenu chaque fois dans les conversations, les échanges, mais surtout dans les différents projets de société. Mais j'ai été en même temps choqué de savoir que personne n'a réellement développé le concept et permis aux Gabonais de découvrir pourquoi l'industrialisation est importante pour notre pays. Dans cette vidéo, je me propose ainsi, dans un format pédagogique, de vous parler de la notion d'industrie et de l'industrialisation. Pourquoi est-il important pour un pays comme le Gabon de s'industrialiser pour amorcer un réel développement? C'est ce que nous allons voir à travers cette vidéo. Restez jusqu'à la fin parce que le format est pédagogique et il est surtout très important pour chacun d'entre nous de comprendre pourquoi nous devons aller vers l'industrialisation. Une fois de plus encore, bienvenue sur Ivano Gomez TV. Ici, nous parlons d'actualité politique, de business, de mindset et nous parlons également de toutes les autres thématiques qui peuvent te permettre de te développer en tant que jeune à l'heure des nouvelles technologies. Alors, si tu es nouveau ici, n'hésite pas de t'abonner, de liker, de partager massivement cette vidéo, mais surtout de me dire en commentaire ce que tu penses de ce petit concept que nous sommes en train de lancer sur la chaîne, c'est-à-dire mettre en place des vidéos dédiées, des vidéos pédagogiques, des vidéos destinées à expliquer un certain nombre de choses. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler de l'industrialisation. La vidéo sera divisée en deux grandes parties. Dans un premier temps, nous allons parler des différents types d'industries et par la suite, nous allons voir le rôle principal que joue une industrie dans un système économique ou dans l'économie d'un pays. Alors, sans plus tarder, on y va. Alors, pour commencer cette vidéo, j'aimerais revenir un peu en arrière sur un petit historique. L'industrie a commencé exactement au 15e siècle. Aspirant au développement, les Européens avaient compris que le développement de leur pays dépendait de la transformation. Sauf qu'ils ne pouvaient pas se lancer dans la transformation s'il n'y avait donc pas de ressources à transformer. Et c'est là qu'est venue la première quête des matières premières. Et parmi les premières matières premières, pour ne pas répéter le mot, parmi les premières matières premières, il y avait les épices. Les deux destinations favorites étaient notamment l'Afrique et l'Asie. On a tous étudié cette leçon qui disait que en Afrique, en Asie, il y avait des épices et les premiers à trouver ces épices ou plutôt à exploiter ces épices étaient les Arabes. Et comme les Arabes revendaient aux Européens les matières premières très chères, donc ces épices-là, les Européens eux-mêmes se sont décidés de se lancer à la quête des matières premières. Et c'est donc là que sont venus les grands voyages d'exploration et les grands voyages maritimes. À la sortie de ces grands voyages maritimes, il y a eu la naissance des premières industries qui étaient destinées à transformer ces épices et ensuite à aller les revendre à travers le monde. Et c'est comme ça, c'est sur ce modèle que l'Europe s'est réellement industrialisée et a lancé les premières bases de son industrie et donc les balbutiements même de son développement. Plus tard, cette industrie s'est encore développée avec notamment la transformation des produits agricoles tels que le coton, le cacao, le café, parce que bien évidemment, ces éléments étaient destinés non seulement à créer de la valeur, mais aussi à industrialiser leur pays et donc créer une certaine forme de richesse et de développement. Et donc à cette époque-là, on nous parle de Christophe Colomb, de Vasco de Gama, de Williamès et de tous les grands explorateurs que vous connaissez. Le but pour lequel ils voyageaient, c'était simplement d'aller à la recherche des débouchés pour permettre de développer l'industrie naissante en Europe. Et donc, c'est en découvrant d'autres terres et en exploitant les matières premières qui étaient dans ces terres-là qu'ils ont permis à l'Europe de se développer et donc de bâtir le monopole et l'hégémonie de l'Occident qu'on connaît encore jusqu'aujourd'hui. Il est très important de savoir que, en ce qui concerne l'industrialisation, nous sommes à 6 siècles de différence avec l'Europe. C'est-à-dire que quand eux, ils ont commencé leur industrialisation ou quand ils ont commencé à rechercher les matières premières pour s'industrialiser, nous, on n'en parlait même pas. Et donc, entre le 15e siècle et le 21e siècle aujourd'hui, il y a exactement 6 siècles qui nous séparent. Et c'est pourquoi nous ne pouvons pas rattraper ce retard. Nous pouvons néanmoins nous développer en comprenant réellement l'importance d'une industrie. Quel est le rôle donc d'une industrie dans un pays comme le Gabon? C'est ce que nous allons voir par la suite et je vous encourage donc à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Alors, déjà, il existe plusieurs formes d'industrie, mais dans cette vidéo, je vais vous parler principalement de 3 types d'industries et des différentes matières premières que ces industries exploitent. Premièrement, nous avons les industries culturelles. Les industries culturelles ont pour matière première la culture ou les cultures. Ensuite,
Nous avons, deuxièmement, les industries numériques. Et bien évidemment, les industries numériques ont pour matière première les ressources numériques ou alors le numérique. Parce que, évidemment, dans le numérique, il y a plusieurs types de ressources. Donc, on va parler des ressources numériques. Troisièmement, nous avons les industries de transformation qui ont pour élément d'exploitation les matières premières. Et c'est principalement sur cet élément que nous nous basons. On pense souvent que la culture ne constitue pas une matière première. Et aujourd'hui, dans les pays africains encore, on pense toujours que le numérique ne constitue pas non plus une matière première. Aujourd'hui, par exemple, quand vous allez dire à quelqu'un que faire de l'argent sur le numérique, c'est une réalité, c'est encore un mythe dans certains pays africains ou dans certains environnements. Lorsque vous parlez de ça, on rit aux éclats ou on se moque de vous parce que simplement, les gens ne savent pas que le numérique est une ressource, le numérique est une matière première et qu'on peut la transformer, on peut l'exploiter au point d'en faire une réelle source de revenus et créer de la valeur, surtout créer de la richesse. Alors, commençons par les industries culturelles ou l'industrie culturelle. Dans un pays comme le Gabon, tout est encore à faire dans le domaine de la culture. On n'a pas de bibliothèque, on n'a pas de musée, on n'a pas d'archives. C'est-à-dire que les archives qu'on a, c'est là, mais ce n'est pas entretenu. Donc, ce qui signifie que non seulement on pourrait mieux faire, mais en plus, le peu qu'on a, on ne l'exploite même pas. Donc, ce qui signifie que on n'a même pas des éléments qui nous permettent d'identifier la culture existante qu'on a. Que ce soit le patrimoine linguistique, que ce soit le patrimoine historique, que ce soit le patrimoine musical, tous ces différents patrimoines restent complètement abandonnés et déserts. Parce que, bien évidemment, il n'y a pas une industrie autour de ça. Dans la majeure partie des pays développés, vous allez remarquer qu'ils vont construire des salles de spectacle, ils vont construire des salles dédiées aux concerts, ils vont construire des musées, ils vont construire des centres culturels, ils vont construire des bibliothèques et des maisons d'archives. Pourquoi ils font tout ça à votre avis? Parce que bien évidemment, la culture est un patrimoine, la culture est une matière première. Et cette matière première, ça s'exploite. À travers quoi? À travers les talents. Et c'est pourquoi vous allez remarquer que dans certains pays, comme la France, comme les États-Unis, comme l'Angleterre, on récompense les talents. Vous avez par exemple les artistes, ils ont les droits d'auteur. Et ces droits d'auteur-là sont rémunérés. Aujourd'hui, au Gabon, par exemple, on parle d'une récompense qui a été remise aux artistes. Pour moi, c'est juste un non-sens. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'industrie culturelle qui existe au Gabon. Pour qu'on puisse réellement parler de droits d'auteur, il faut qu'il y ait une industrie culturelle. Et c'est donc dans cette industrie culturelle qu'on aura des départements. Un département dédié, par exemple, à la science et au savoir, un département dédié aux techniques, un département dédié aux langues, un département dédié à la musique et aux arts vivants. Vous allez remarquer que c'est lorsqu'on organisera tout cela de cette manière qu'il y aura une valorisation des différents secteurs artistiques, culturels. Mais aussi longtemps qu'on n'investit pas à l'intérieur, tout ce qu'on essaiera d'inventer ne sera qu'une pure invention qui va mourir d'elle-même. Et donc, je ne dis pas que c'est forcément l'État qui va investir dans les arts, dans la culture. Non, mais l'État peut créer une politique qui va attirer des investisseurs étrangers parce que effectivement le Gabon est un pays avec un patrimoine culturel immense et diversifié. Et donc, pour valoriser cela, l'État peut par exemple créer une sorte de communication autour de la culture pour valoriser ces différents éléments tels que les parcs nationaux, tels que les langues, tels que les arts, les sciences et tels que aussi par exemple l'architectonie et même les masques, les différentes figurines et tout ce qu'on a comme patrimoine. Si on se met à le valoriser, vous allez remarquer que bien évidemment les gens vont s'y intéresser et ça pourra attirer des investisseurs étrangers. Et bien évidemment, si ces secteurs-là sont mis en avant et il y a une sorte de priorisation, alors les gens seront intéressés et les investisseurs étrangers viendront investir à l'intérieur. Et cela va bien évidemment créer de la valeur, créer de la richesse et créer un engouement qui fera qu'il y aura une sorte de valeur ajoutée dans le patrimoine culturel gabonais. Donc, il est important de retenir que la culture constitue une industrie à part entière dans un pays et que cette industrie-là a ses départements. Et ces départements permettent de valoriser les arts, les sciences et tout ce qui est création de l'esprit pour permettre à la culture de vivre. Et c'est pourquoi dans la majeure partie des pays occidentaux, vous allez voir que par exemple le cinéma est un élément qui participe au soft power.
C'est-à-dire la publicité d'un pays est faite à partir des films. Vous avez aux États-Unis, par exemple, ils ont tourné plusieurs films pour montrer la bravoure des Américains. Vous avez, par exemple, au Japon, ils ont créé toute une science, tout un art autour du manga. Et le Japon a été vendu dans le monde entier rien qu'à partir des dessins animés. Les gens ont voulu voyager pour aller voir et connaître l'histoire du Japon juste à cause des mangas. Et donc, vous voyez que dans la vie, de façon générale, rien n'est à négliger ou négligeable. C'est simplement parce que nous ne mettons pas en avant notre culture. On a tellement de choses à valoriser que si on pouvait commencer à y travailler, il y a toute une industrie qui va se créer autour de ça. Et ça va permettre de valoriser les artistes, valoriser en tout cas les créations de l'esprit. Le deuxième type d'industrie, c'est l'industrie ou les industries numériques. Alors, aujourd'hui, en Afrique de façon générale, au Gabon en particulier, tout est encore à faire sur le plan du numérique. Nos archives ne sont pas numérisées, ça veut dire qu'il y a du travail, ça veut dire qu'il y a des opportunités. Notre histoire n'est pas consignée sur écrit et conservée dans des disques durs, dans des serveurs et sauvegardée. Ça aussi, c'est une opportunité qui est là. Ça veut dire que l'État peut même investir de l'argent, mais cet argent ne sert complètement à rien à partir du moment où il n'y a pas une industrie du numérique. La majeure partie de nos pays africains, par exemple, ont des départements ou même des ministères de l'économie du numérique. Mais ces ministères ne servent complètement à rien à partir du moment où la chose essentielle qui est censée être la numérisation et donc la dématérialisation n'est pas effective. Aujourd'hui, pour avoir un document administratif, il faut encore aller signer sur du papier, il faut encore aller sur place, alors que chez les autres, pour mener une démarche administrative, tu es chez toi, tu prends ton ordinateur, tu tapes, tu remplis le dossier et tu envoies. Même les actes de naissance ne sont même pas encore sous format numérique. Pourquoi? Parce que la majeure partie des usagers sont complètement illettrés du 3e millénaire, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas manipuler un ordinateur. Également, le personnel même qui travaille dans l'administration est de façon générale illettré du 3e millénaire parce qu'eux aussi, ils ne savent pas manipuler un ordinateur. Et donc, vous voyez que déjà la première phase avec l'industrie du numérique, c'est déjà de former les gens à la connaissance du numérique et leur permettre d'embrayer le changement qui est celui du passage du matériel à la dématérialisation. Mais pour y arriver, il faut évidemment que l'État puisse investir dans la formation des ingénieurs, dans la recherche et le développement. Et cela va donc créer un tissu qui va favoriser la transition vers le numérique. Parce que tous les pays au monde qui sont passés du matériel à la dématérialisation ont dû former des ingénieurs en masse, ont dû financer la recherche et le développement. Vous prenez des pays tels que la Chine par exemple. Pourquoi et comment la Chine a-t-elle fait pour devenir l'atelier du monde? Bien évidemment, c'est parce qu'ils avaient axé leur politique de formation sur la formation uniquement des ingénieurs. Ou alors, si vous voulez, en priorité des ingénieurs. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de docteurs. Il y a des docteurs, mais il y a plus d'ingénieurs que des docteurs, par exemple. Donc, ça veut dire qu'ils ont travaillé sur un modèle où ils ont compris que si on avait les meilleurs ingénieurs au monde, ou si on avait plus d'ingénieurs au monde, alors à partir de ce moment, notre tissu économique va se développer à partir du numérique et ça fera en sorte qu'on va attirer des investisseurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Pendant une bonne période, la Chine était l'atelier du monde. Toutes les grandes industries allaient en Chine pour assembler. Aujourd'hui, c'est maintenant l'Inde. L'Inde a aussi lancé sa formation des ingénieurs et aujourd'hui, les ingénieurs indiens sont presque partout. Ils sont dans la Silicon Valley, ils sont en Europe, ils sont aux États-Unis. Et même que les grandes entreprises européennes vont en Inde pour aller assembler. Ils vont en Inde pour aller fabriquer les trains, leur transport en commun, pour aller fabriquer tout ce qui est éléments technologiques. Pourquoi? Parce que ces pays sont très avancés et très développés dans les industries numériques. Et vous comprenez donc que pour nos pays qui veulent se développer, il est très important déjà de commencer à réfléchir sur la formation des ingénieurs, non pas seulement à réfléchir, mais à lancer en masse la formation des ingénieurs. À partir de ce moment, ces ingénieurs, quand ils seront formés, vont nous permettre d'effectuer la transition. Parce que ce n'est qu'avec du savoir, avec des connaissances pratiques, que cette transition pourra être effective. Mais si ça continue à rester juste des projets, on va continuer à parler de quelque chose qui sera un rêve et qui n'arrivera jamais. La troisième industrie ou le troisième type d'industrie, ce sont les industries de transformation. C'est quoi une industrie de transformation? Une industrie de transformation est une usine ou même une manufacture dans laquelle on transforme des matières premières en produits finis. Je répète, une industrie de transformation est une manufacture
à travers laquelle on change des matières premières en produits finis. Donc, quand vous prenez par exemple de l'avocat, vous allez avoir de l'huile d'avocat, vous allez avoir du beurre d'avocat, vous allez également avoir des savonnettes d'avocat, vous allez avoir plein de produits derrière. Et le mécanisme par lequel l'industrie arrive à générer, à transformer des produits s'appelle la manufacture, ou si vous voulez le passage de la matière première en produit fini. Et qu'est-ce que ça crée? Ça crée ce qu'on appelle de la valeur ajoutée. Qu'est-ce qu'une valeur ajoutée? Une valeur ajoutée, c'est l'ensemble des usages que produit le passage d'une matière première à un produit fini. Je vais prendre un exemple. Vous prenez de la banane, vous amenez ça dans une industrie de transformation, on va vous fabriquer du yaourt. On va également vous fabriquer de la confiture de banane. On pourra également vous fabriquer des sirops de banane. Vous prenez par exemple de l'arachide. À travers l'arachide, on va vous fabriquer du beurre d'arachide. On va vous fabriquer de la pâte d'arachide. On pourra également vous fabriquer de l'huile d'arachide. Et donc ces différentes déclinaisons, c'est ce qu'on appelle la valeur ajoutée par la création de la richesse. Il est important qu'on comprenne que les matières premières à elles seules, les matières premières n'ont qu'une valeur brute. Mais la valeur ajoutée se définit comme étant la valeur qui vient s'ajouter à la valeur brute. Donc, valeur brute est opposée à valeur ajoutée. Donc, lorsqu'on dit valeur ajoutée, le contraire, c'est la valeur brute. Donc, comprenez qu'une valeur brute est assignée à un produit naturel ou à une matière première et la valeur ajoutée est assignée à un produit transformé. Un produit transformé produit de la richesse. Un produit transformé produit des avantages et des bénéfices encore plus énormes. Il est très important que chacun d'entre nous puisse comprendre qu'un pays ne peut jamais se développer seulement en vendant ses matières premières. Pourquoi? Simplement parce que depuis la fin des années 60, nous exploitons le pétrole, le gaz, le bois, l'or, l'uranium, le manganèse et j'en passe. Qu'est-ce que le colon avait compris? Le colon, depuis le 15e siècle, avait compris que, en fait, le secret du développement se trouve dans la transformation des matières premières en produits finis. C'est dans la transformation du produit brut en produit fini qu'on acquiert différentes déclinaisons. Quand vous prenez par exemple le pétrole, vous allez avoir du bitume, vous allez avoir du gaz, vous allez avoir du gasoil, vous allez avoir du kérosène et vous allez avoir plein d'autres produits qui vont être fabriqués rien qu'à partir du pétrole et qui vont permettre donc à l'économie de se développer, de pouvoir tirer profit de la richesse qui a été générée par les différents usages de la matière première. Et c'est ça qu'on appelle la valeur ajoutée. Donc, un pays qui ne produit pas de la valeur ne peut jamais se développer. Je rigole souvent lorsque je vois les gens parler de oui, on va se développer en construisant les routes, on va se développer en construisant des nouvelles villes, on va se développer en construisant des infrastructures. Un pays ne peut pas se développer en construisant seulement des infrastructures. Ce n'est pas possible. Vous allez avoir ces infrastructures-là, vous allez avoir ces différentes villes nouvelles, mais les gens à l'intérieur seront pauvres. Donc, le seul avenir qui est assigné à tout système moderne, c'est la création de l'industrie. C'est pourquoi, aujourd'hui, les pays de l'Occident sont plus avancés que les pays africains, par exemple. Parce que simplement, les Occidentaux avaient compris qu'en privant les pays du Sud du système industriel, on les prive de tout système de développement. Et c'est pourquoi nos pays ne peuvent pas se développer. Tant qu'on n'a pas créé des industries, tant qu'on n'a pas créé de la valeur ajoutée, tant qu'on n'a pas créé de la richesse, on restera des pays sous-développés. Tous les pays qui se développent ont forcément soit une industrie culturelle, c'est le cas de Dubaï, ont soit une industrie numérique, c'est le cas des pays tels que l'Inde, la Chine et tous les pays d'Asie. Ils ont créé une industrie numérique ou alors une industrie de transformation tels que les pays européens, notamment la France, la Belgique, la Finlande et j'en passe. Tous les pays qui aujourd'hui sont des pays ultra développés, ce sont des pays dans lesquels vous allez trouver des industries. Mais tous les pays qui sont sous-développés, quand vous partez, effectivement, vous ne trouvez aucune industrie. Et donc ça s'explique. Le développement est lié à l'industrie et le sous-développement est lié à l'absence des industries.